Salut Marc-Louis, Salut Pierre. c'est un plaisir de te revoir ici, on peut dire, où c'est À Brunois, à dans Brunois, dans l'Essonne. c'est ça, c'est d'accord. Et, Brunois ouais, qui est une ville qui a été complètement, on va dire, mise en valeur par le frère de Louis XIV. ok, Voilà. d'accord. Il y a encore beaucoup de vestiges historiques, dont une église baroque que je te montrerai éventuellement tout à l'heure. Oui, Il y a ok, souvent des concerts d'orgue et voilà. d'accord. Et bah, je tenais à te rencontrer ici, alors je sais que tu n'es pas le mot poète, pour savoir quel avait été un parcours de poète ou les figures littéraires que Hmm. tu avais rencontrées et lesquels tu admirais, et Oui. notamment les philosophes. Je sais que tu préfères le terme de philosophe. Si. Non, à la limite, ni l'un ni l'autre, hein. Ni l'un ni l'autre. Non. Merde. En fait, c'est les étiquettes qui sont un peu. Quoi qu'en cabale phénétique, ce qui est intéressant, c'est le terme de penseur, qui est penseur, donc en fait, c'est penseur, c'est aussi une manière de penser ses plaies. Mhm, Hein. Un peu comme disait Bachung, plaies et blessures. mhm. Bon, shoot again. Donc vas-y, il y a Flipper le dauphin aussi. Il disait quoi, Philippe Orldov? Bon, c'est comme ça, c'est une. D'accord. Il y avait Rameau qui disait on me pense aussi. On me pense. Euh, ouais, quel avait été en fait le. Parce que je sais que toi, tu publies des recueils de poésie que moi j'aime beaucoup. Il y a notre. De temps à autre, ouais. Ouais, bah moi je les aime bien. Mhm. Oui. Donc je t'ai dit que je les admire, par exemple, au niveau du rythme, au niveau des images, au niveau du tout le monde qui transmettent. Mon préféré, c'est le Crépuscule des Otaries. Mhm. Et, euh, et j'aurais aimé savoir comment t'avais pu bah, enchaîner. Alors, c'est pas une carrière, mais enchaîner une vie où t'avais pu faire de la poésie. Qui t'a rencontré, comment t'es arrivé là. Mhm. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux, les carrières sont toujours souterraines. Ouais. C'est un peu comme les catacombes. Et dans l'archéologie de mon parcours, on pourrait dire que c'est un parcours archéofuturiste. Mhm. Le déclic, je pense, hein, de mémoire, parce que on a une mémoire sélective, on a aussi les faux souvenirs. Mais je dirais que c'était une rencontre avec un homme, une rencontre amicale. Euh, C'est mieux de le préciser. Oui, non, mais parce Si que... tu veux. D'accord, ok, ouais, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est une rencontre amicale. Avec donc un poète irlandais, un écrivain irlandais. Ouais. À l'époque, j'allais en Irlande, j'avais 15 ans, 16 ans. J'étais parti avec l'agence Cook Uhum. pour approfondir mon anglais. Ah oui. Voilà. Mais en fait, j'étais beaucoup plus intéressé par les Irlandaises que par... Ouais. bon, bref. Et il y a deux choses, si tu veux, que j'ai démarré quand c'était à Cork. C'était la photo. Je prenais beaucoup de photos à l'époque, en argentique, bien sûr. Avec un Olympus que j'ai utilisé pendant très longtemps, Mhm. que j'ai toujours d'ailleurs. Et la poésie. Bon. Et donc cet homme, j'allais souvent dans une espèce de pub où il y avait de la musique, tu vois. Et j'étais assez intrigué parce qu'il y avait un type tout au fond. Alors il y avait du rock, il y avait beaucoup de bruit, euh, il y avait même des couples qui faisaient l'amour dans l'obscurité sur les banquettes. Enfin, tu vois, c'était vraiment... c'était assez chaud. Et Mhm. on entendait tac, 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 tac. Et il y avait ce type imperturbable et tout le monde avait l'air de le respecter. Drôle de personnage. Alors je m'en suis ouvert au patron du pub et j'ai dit qui, qui, qui est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ah, il me dit, mais je vais vous le présenter, c'est notre écrivain, c'est notre barde, etc. Et tu sais que bon, bah, c'était en 1968 ou 69, hein, je sais plus. Je sais plus, je crois que c'était plutôt en 69. Et
il y avait encore cet intérêt pour les... Il y avait les premières traductions peut-être de Ginsberg, de Burroughs, que j'ai commencé à lire à cet âge. Hein. Donc il y avait cette espèce de mythologie beatnik. Ouais. Pas hippie, hein, je précise, beatnik plutôt. Je dirais hipster, même si le terme hipster a été complètement dévoyé. Parce que maintenant, un hipster avec la chemise de bûcheron et la barbe, ça, je veux dire, c'est des bouffons, ça n'a rien à voir avec les vrais hipsters. Ouais. Les vrais hipsters, c'est dans Kerouac, c'est les gens qui... C'est les hobos, en fait. Bon. Et comme l'a très bien montré Bob Dylan, qui était le disciple de Woody Guthrie. Ceci dit, Alice Restaurant, c'est un film intéressant avec Arlo Guthrie. D'accord. Et Desolation Road. Desolation. Ouais. Dylan, il est déjà le 24 mai, moi, c'est le 25 mai. Bienvenue au club. Ah ouais? Bah ouais. Henri Michaud, le 24 mai. Le mec, pendant toute l'émission, il va... Louis Ferdinand Céline, le 27 mai. Ah ouais. Et entre le 20 mai et le 30 mai, il y a pléthore de génies et de grands écrivains qui sont nés à cette période, dont moi-même, évidemment. Et le philosophe Emerson est né le 25 mai, le Padre Pio est né le 25 mai, Philippe II d'Espagne est né le 25 mai. Non, je ne sais plus. Bon, allez, revenons à nos moutons écossais, ou plutôt irlandais. Et alors, je m'approche de lui, on a tout de suite sympathisé, et alors, il fumait quelque chose qui avait une drôle d'odeur. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fumes? Wow. Moi, je fumais des camels, toi. I don't know this tobacco. Mon anglais ne s'est guère amélioré depuis. Tobacco Road, Caldwell. Et en fait, il fumait de l'herbe, voilà, tout simplement. Ouais. Et puis quand il était bien chargé comme une mule, il revenait derrière sa machine, et tac, 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 tac. Et il écrivait des poèmes. Bon. Il y a quelques années, il y a eu un prix Nobel qui a été décerné à un grand poète irlandais, qui de mémoire s'appelait... un nom gaélique, je crois que c'est Seamus McCanney, un nom comme ça. Ok. Enfin, Mac, mais il n'était pas écossais, hein, irlandais, je précise, c'est pas la même chose. Je crois que c'est... Bon, je m'excuse, je me souviens pas du nom exact. C'est pas grave. Prix Nobel de poésie. Et alors, il y avait des articles comme ça dans Le Monde et tout, et je regarde la photo du gars, la gueule du gars, qui a été donc prix Nobel de poésie, en Irlande. J'ai dit, mais putain, ça serait peut-être bien lui. Oui, parce que les dates ça correspond. J'ai regardé, etc. Ouais, peut-être. Alors, il y a un doute. Hein. Ça y est, Seamus Heaney. H-E-A-N-E-Y. Merci l'ordinateur. Ah, ok. Voilà. Alors, est-ce que c'était lui? Ça serait trop beau, toi. Ça serait trop beau. Donc tu te souviens pas du nom du mec que t'avais rencontré? Absolument quand t'avais pas, 15 ans, non, tu sais, Mais il fumait de l'herbe, il était barde, poète. Voilà, il écrivait toutes les nuits dans ce pub. D'accord. Et on s'est vu pendant tout le mois que j'ai passé là-bas, quand j'étais pas en train de lutiner la fille de ma logeuse, donc j'allais... voilà. Et là, c'était vraiment le déclic, quoi, parce que je me suis dit... bon, bah, pourquoi pas moi, hein, si lui il s'y met, je peux y aller aussi. Il y a eu une espèce de transmission, quelque part, une forme de darshan, peut-être. Et il rayonnait vraiment, il y avait quelque chose, quoi. Et plus tard, quand je me suis intéressé à Dylan Thomas, que je n'ai pas connu, bien sûr, parce que Dylan Thomas est mort l'année de ma naissance, donc en 1900, on va le dire, 53. Et je sentais, si tu veux, la vibration que dégage Dylan Thomas, à travers ses photos, à travers sa voix. Il a fait beaucoup de radio, Dylan Thomas. Ouais. On a des disques, etc., des lectures. Et c'est drôle parce que je retrouvais le même feeling qu'avec ce poète irlandais qui m'avait, on va dire, peut-être mis le pied à l'étrier. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre... Ah, donc ça, c'est le déclic, déjà. Ouais, Un peu. très honnêtement, j'en vois pas d'autres. Bon, au niveau littéraire, ma mère m'a transmis évidemment des choses. Ma maman m'a fait, par exemple, connaître Aldous Huxley, c'est quand même pas rien. Ouais.
quand même pas rien. T'as 12 ans, 13 ans, et ta maman qui dit, tiens, mon fils, tu devrais lire... Alors c'était évidemment, à l'époque, j'ai pas compris grand-chose. C'était un livre qui s'appelait Le génie et la déesse, Ok, j'ai de pas réussi. Huxley. Ah ouais. C'est plus tard, après, j'ai lu Le meilleur des mondes. Ouais. Alors, Le meilleur des mondes, je l'ai lu quand mon prof de français, en fait, c'était Alain Buller, Mhm. qui était un grand ami de Cavana, qui était notre prof de français, Alain Buller. C'est lui qui m'a fait connaître notamment Blaise Cendrars. Voilà. Après, quand j'étais en terminale, il y a eu aussi une transmission faite par Michel Giroux, qui était un pote, un ami de Claude Nougaro, qui avait une revue qui s'appelait Canal, qui était un spécialiste de Dada. Mhm. Donc moi, en fait, j'ai connu deux grands spécialistes de Dada, qui étaient vraiment des amis. Donc Michel Giroux, qui est toujours, continue d'ailleurs de délirer, qui fait de la poésie sonore, sous le pseudonyme de Coyote, Mhm. qui nous avait branché sur Domal, sur Antonin Artaud. Tu sais, quand tu as 18 ans, c'est quand même... Ah, ça marque. Ouais, et Audiberti. C'était le grand spécialiste d'Audiberti. Michel Giroux, c'est pour ça que je relis régulièrement Jacques Audiberti, Mhm. et j'aime beaucoup la ville d'Antibes, qui était la ville d'Audiberti, où tu as le musée Picasso, et là tu as l'étoile de Nicolas de Staël, et aussi un peintre qui m'a énormément marqué, qui était grand ami de Samuel Beckett, c'est Bram van Velde. Dans mes peintures, bon là mes tableaux ne sont pas là, mais Mhm. dans ce que je peins, c'est une grande inspiration de Kooning, de Motherwell et de Bram van Velde, voilà, qui était un personnage complètement mutique. Mhm. Et pour l'anecdote, c'est Charles Julier, dans un très beau petit livre, Rencontre avec Bram van Velde, que tu peux trouver chez Paul, tu vois, Mhm. POL. Donc un jour, Charles Julier, qui connaissait Beckett, qui était un ami de Samuel Beckett, il avait rencontré Bram van Velde. Et il s'est dit, ça serait bien de mettre ces deux personnages en relation. Mhm. Donc, rendez-vous est pris. À l'époque, Beckett habitait à Montparnasse, tu sais, il avait beaucoup de ses habitudes, comme il aimait bien boire. On est toujours dans l'Irlande, là, avec Beckett. Et tu sais que Beckett avait été le secrétaire de Joyce, Mhm. Mhm. et qui a une histoire assez tragique, c'est-à-dire Beckett avait été tombé amoureux fou de la fille de Joyce. Mhm. Voilà. Et la fille de Joyce, malheureusement, de James Joyce, il n'a pas eu de chance. Joyce, parce qu'à la fin de sa vie, il ne voyait plus rien, il était devenu complètement aveugle, et sa fille est devenue folle. Elle était schizophrène, quoi, elle était internée. C'était un grand drame de Beckett. Et j'aime beaucoup Beckett. Et donc, parce que quand je faisais du théâtre quand j'avais 15-16 ans, j'avais joué, je jouais dans une pièce de Beckett. Mhm. Mais dans les premiers recueils de poésie que j'ai publiés, c'est-à-dire en fait quand j'avais 15-16 ans, c'était à William et William's Cocktail, il y avait deux influences en fait. Deux influences, c'est Beckett et bon, ça j'en suis moins fier parce que maintenant je trouve ça un peu ringard, mais à l'époque j'aimais beaucoup Prévert. Ouais. Bah ouais, voilà, moi j'aimais bien Prévert, je sais que ça peut paraître très naïf. Voilà, bon, mais voilà, après il y a une fraîcheur. C'est Mhm. quand même lui qui a fait certains dialogues de films qui sont quand même pas mal, hein. Mhm. Pas oublier quand même. Voilà, c'est pas. Parce que bon, Michel Houellebecq avait dit ouais, Prévert est un con. Ouais, bon, ok, Houellebecq, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ouais, t'aimes bien Houellebecq? Euh, Non? à vrai dire, j'ai pas lu ses livres, hein, donc je peux Ouais. pas juger par rapport à ses livres, mais ses interventions télévisées, voilà. Par contre, je l'ai rencontré, Ça a l'air d'être un personnage intéressant, et quand ouais, j'ai un bon feeling avec lui. même. Ouais, 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 ouais. Dans la même soirée où j'avais rencontré Maurice Dantec. d'accord, que je connais pas. Et Maurice Dantec, il était complètement défoncé, il avait dû prendre du speed, et donc le dialogue s'est arrêté très vite, quoi. Scope, alors. Voilà. C'était lors d'un concert à la Maroquinerie de mon ami Richard Pinas, qui faisait un duo avec Pascal Comlade. Tu sais, qui fait les pianos joués, qui était arrangeur pour PJ Harvey. D'accord, ok. Voilà. Et Richard, c'est un très très vieux copain, j'aime beaucoup Richard. Bon, on passe du coq à l'âne, là. Je te parlais de quoi en fait?
Normalement, tu me parlais de ton déclic avec la poésie et la façon dont certains auteurs t'avaient touché, comme Beckett et tout ça. Oui, alors donc, rendez-vous est pris dans l'appartement de Beckett. Charles Juliet vient avec Bram Van Velde. Et donc, les présentations, les deux hommes s'assoient, c'était début d'après-midi, bon, sur une chaise, voilà. Bon. Bon, Juliet les laisse, Charles Juliet s'en va, il les laisse discuter entre eux. Et il revient le soir. Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Les deux hommes sont toujours assis exactement à la même place, et aucun mot n'a été échangé entre eux. Dire Beckett n'a rien dit, il n'a pas desserré les dents. Et Bram Van Velde, qui était d'une timidité maladive, total introverti, nada. Mutisme absolu. Alors Juliet était très ennuyé, il s'excuse auprès de Beckett, il dit je suis vraiment désolé. Il croyait que c'était gâché, tu vois. Et Beckett lui dit avec un gentil sourire, il lui dit mais non, absolument pas, c'était parfait. Vraiment, le courant est vraiment passé. Et ça me rappelle une histoire, je ne sais pas si c'est pas dans le Chuang-Tzu, ce sont deux amis et qui se sont pas vus depuis très longtemps. Et il y en a un, c'est très chinois comme histoire, il y en a un qui habite dans une cabane au fond des montagnes. Alors l'autre, c'est l'hiver en plus, tu vois, un hiver rigoureux. Il n'y avait pas de TGV à l'époque, hein. Donc tout se faisait à pied. Allez, je vais voir mon ami quand même, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu. Alors, voilà, il part avec son sac, il marche pendant des jours, des nuits, etc. Tu vois. Et ça me fait penser un peu au récit de Werner Herzog, qui était allé voir un de ses amis comme ça. Et il arrive enfin, complètement exténué, en haillons, avec la faim, le froid, la fatigue. Et au moment où il va frapper à la porte de la cabane de son ami taoïste, il se dit, on revient à Beckett, il dit à quoi bon? À quoi bon? Qu'est-ce qu'on va se dire? On se connaît, on est comme des frères. Bon, il fait demi-tour, il rentre chez lui. C'est génial, non? Ouais, rien à dire. Voilà. Et ça me rappelle une enquête qu'avait fait le journal Libération. C'est un livre parce que là, c'est juste. Tous mes livres sont dans des box, dans un garage et tout. Sinon, j'aurais même pas la place de rentrer ici chez moi. Et Libé avait fait une enquête auprès de 250 écrivains du monde entier. Et la question, c'était, question bateau, hein, pourquoi écrivez-vous? Alors, t'en as qu'on mettait, tu sais, qui avaient des égos et tout, qu'on mettait carrément, c'était l'occasion de dire, ouais, moi, d'en mettre des tonnes, tu vois, bon. Et pour moi, la seule réponse vraiment intéressante, pour moi, les autres, c'est des baltringues à côté, c'est celle de Beckett. Tu sais ce qu'il a répondu? Ça tient en 3 mots. Il a dit, bon qu'à ça. Genre, de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Voilà. C'est un peu... moi, c'est pareil. C'est, voilà, faut dire... On va pas tourner autour du pot, hein. Ouais. Donc voilà, puis si ça vous plaît pas, tu dégages. Donc voilà, c'est comme ça. D'autres questions Ouais, justement, ouais. Je trouve mes questions au fur et à mesure que tu parles de ces anecdotes, et ben justement, c'est sur ce terrain-là. Tu sais, comme Diogène Laërce, pour en apprendre sur les philosophes, il te dit des anecdotes sur leur vie, sur les philosophes antiques. Et je pense à Diogène surtout, et tout ça qui me fait beaucoup. Oui, l'école cynique. L'école cynique. Et est-ce que tu as des anecdotes comme ça, qui sont comme des histoires zen, un peu, où tu apprends quelque chose par l'anecdote aussi parfois, sur des figures littéraires que tu as rencontrées ou pas? Par exemple, à un moment sur Facebook, tu disais, il y avait Burroughs, je crois, qui était en train de faire un discours. William Burroughs. Il y a un mec qui arrive et qui lui renverse une bassine d'eau, et le mec s'arrête pas, l'air de rien. Il a continué de lire malgré, il était complètement trempé. La table a valdingué parce que c'est un punk que je connaissais en plus. Le mec faisait partie d'une bande que je fréquentais, on peut le dire, il y a prescription maintenant. Il y a toute une bande d'allumés, de zonards que je fréquentais, voilà.
C'était des potes à moi. Ils avaient monté une fois un groupe. Et ils avaient... Alors tu sais qu'on dit toujours que Captain Beefheart et ses musiciens ne connaissaient pas la musique. Mhm. Ça, c'est du pipeau. Non, non. Ed Marimba et tout ça, crois-moi, non, non, ils connaissaient la musique. Mais là, par contre, les gens que j'ai connus avaient réussi quand même le tour de force à l'époque. Tu avais un cinéma qui n'existe plus, qui était Place Voltaire, où de temps en temps, tu avais des concerts. Mhm. Des concerts, c'était l'époque punk, hein. C'était l'époque où je fréquentais Pacadis et tout ça. Et, euh, et le groupe s'appelait Défi, comme un défi, Ouais. science mentale. Déficience mentale. Et c'est dingue, ils J'aime ont bien. joué, ils ont J'aime fait un bien. concert d'1 heure, des mecs qui n'avaient jamais de leur vie joué d'un instrument. Mhm. Et ben ils ont réussi à jouer. Je sais pas par ce qu'ils avaient pris et tout. C'est comme un jour où j'avais pris de l'acide, et j'étais dans un appartement, c'était à Megève, la classe, Mhm. et puis on m'avait laissé un grand... Je sais même pas chez qui j'étais d'ailleurs. Bon, j'étais arrivé là par hasard, j'avais 18 ans, hein. Bon, j'avais déjà pris de l'acide, là je reprends, c'était très bien, c'était un Purple Haze, ok, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, ça devait être des gens qui étaient très branchés science, chez qui j'étais. Parce qu'il y avait des livres de trigonométrie. Mhm. Et moi, j'étais nul en maths. J'ai Mhm. toujours été nul en maths. Et je prends au hasard, j'étais complètement sous trip, tu vois. J'ouvre un livre de trigonométrie. J'ai tout compris. Mhm. J'ai résolu toutes les équations, quoi. Tu vois. Non, mais voilà, alors ça nous ramène à Victor Ségalen. Mhm. Victor Ségalen, que j'ai beaucoup lu à une époque, notamment qui a écrit René Leys, qui est allé aussi sur les traces de Gauguin, et qui avait développé le concept de synesthésie. Mhm. Ça, c'est très intéressant. Mhm. Parce que justement, c'est quelque chose que tu expérimentes quand tu prends des drogues hallucinogènes. C'est-à-dire Entendre des que... couleurs, voir des sons, Voilà, etc. voilà. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est de retrouver les mêmes états, de franchir les mêmes étapes et de loger dans les mêmes étables. Quand tu... avec des moyens beaucoup plus... moins risqués, on va dire, et plus naturels. Ouais. Voilà. Mhm. Et c'est ce à quoi je m'y emploie depuis très longtemps. En fait, je travaille beaucoup le souffle. Ouais. En vérité, je ne sais pas respirer. Non, mais je le dis, je ne sais pas respirer. Je le sais, je me connais, je respire très mal. Comme d'ailleurs 99% des gens, Ouais. y compris des profs de yoga. Tu vois, un prof de yoga, tu vas le choper en dehors de son cours de yoga, tu verras qu'il ne respire pas très bien. C'est rare les gens qui respirent toujours, tu vois, très bien. Bon. Mais quand, par exemple, je fais des lectures ou des conférences, ou quand je joue, par exemple, dans une pièce, ben là, si tu veux, je travaille le souffle. Tu vois. Mhm. Et ça, le souffle, je l'ai appris, en fait, je pense plutôt dans les arts martiaux. Ouais. Plutôt dans les arts martiaux. Parce que très vite, j'ai compris un truc, si tu veux, c'est que c'était surtout à l'époque où je faisais du kempo avec un maître japonais. Et des fois, les entraînements étaient très durs et j'avais des vertiges, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Enfin, c'était très très éprouvant. Et on fallait vraiment aller jusqu'au bout, tu vois. On pouvait pas quitter le dojo, hein. C'était à la japonaise, tu vois. C'était un maître japonais était d'une famille de samouraïs authentiques. Mhm. C'est Sensei Osaka. Et puis un jour, j'étais pas très bien. Il est venu derrière moi. Il m'a immobilisé comme ça. Et il m'a donné des coups de genou dans le dos. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, c'était des quatsu, ce qu'on appelle des quatsu. Ce sont Ouais. sur des points précis de réanimation. Et là, l'énergie est revenue. J'ai repris le combat. Après, on faisait zazen, tu vois. C'est là où pendant 2 ans d'affilée, j'ai fait vraiment zazen tous les jours. Mhm. Et je me suis beaucoup intéressé au shiatsu. J'ai pratiqué le shiatsu. J'ai étudié aussi les bases, on va dire, de l'acupuncture. Et c'est là où je me suis beaucoup intéressé donc, au souffle également. Mhm. Et en plus, j'avais une très très belle relation avec une femme qui était professeure de yoga, etc. Et puis moi-même, j'ai aussi été formé en yoga nidra.
D'accord. si je te l'avais dit. Non. Tu m'as pas Par dit ça. une spécialiste d'Henri David Thoreau. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais. Micheline Flack, qui était prof d'anglais, et qui était la disciple de Swami Satyananda, donc en Yoga Nidra. D'accord. Une formation en Yoga Nidra. Et comme je me suis toujours intéressé à la sophrologie, même si j'ai pas suivi le cursus de sophro, et à l'hypnose, puisque j'ai pratiqué beaucoup d'hypnose à une certaine époque, ça m'a beaucoup servi quand je pratiquais le magnétisme. Mhm. Je ne me contentais pas uniquement uniquement du magnétisme. Parfois, dans certains cas, des gens qui avaient des problématiques psychologiques un peu lourdes, euh, je déprogrammais et je reprogrammais. Mhm. Et alors, je vais ajouter aussi une chose qui fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais je sais que les gens détestent la scientologie, à juste raison, hein, attention, Sans vraiment la connaître quand même à sans chaque vraiment fois. la connaître, parce que moi j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à des documents qu'on ne trouve pas dans le commerce, hein, puisque j'avais un ami qui était scientologue, il y a très très longtemps de ça, et donc il y a quand même des notions intéressantes au niveau des engrammes. On travaille sur les mémoires antérieures, et le fait aussi que l'inconscient est comme le disait Korsivski, avec la carte et le territoire, en fait le Mhm. langage est lié à l'inconscient, est lié à la carte du cerveau, et cette carte, tu peux aussi la changer, tu peux la modifier, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Donc ça pose aussi la question du libre arbitre, qu'en fait il n'y a pas vraiment de choses définitives. Tu peux toujours à un moment donné modifier, tu vois, modifier les choses. Korsivski, dans la sémantique générale, c'est extrêmement intéressant, et ça a été repris par un écrivain de science-fiction qui s'appelle, que tu dois le savoir, Van Vogt, Même pas. donc Le Monde des Noirs, Ok. par exemple. Ok. C'est très intéressant, et Van Vogt a influencé aussi quelque part Philippe Cadic. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est pas un hasard si Burroughs s'est intéressé à la scientologie, et William Burroughs a été aussi l'un des scénaristes du film Blade Runner, Ah ouais. qui Ça, vient je qui savais vient de pas ça. Philippe Cadic aussi, bien sûr. Ok. Ah ouais, Burroughs a travaillé là-dessus. Toujours cette obsession du contrôle. Mhm. Voilà. Mhm. Bien sûr. Ouais. La phrase très connue de William Burroughs qui dit abandonnez vos vieilles ordures verbales. Tu connais ça? Alors Ok. ici, t'en vrac l'art, l'amour, l'argent, Dieu, la patrie, enfin, tout y passe, tu vois. C'est bien, c'est très sain, quoi, à un moment donné, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Ce qu'ont très bien fait les situationnistes, d'une certaine façon. Ouais. 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 Alors, tu avais d'abord parlé à la base de tes expériences de souffle pour, en gros, ton exploration sensorielle perceptive. Oui, voilà, oui, oui, Ouais. oui. Donc, c'est aussi lié peut-être à la poésie. Ta poésie, il faut remarquer qu'elle est très visionnaire dans le sens, c'est un style visionnaire. On passe comme avec une caméra omnisciente de scène en scène qui suggère beaucoup de choses Un, différentes un. à chaque fois. Euh, Ça ressemble beaucoup à des visions presque chamaniques parfois, mais avec un monde qui ressemble à celui du conte, à celui du psychédélique. Euh, Ouais, ouais, il y a... Ouais, ça me dépasse, hein. ouais, voilà, oui, Ça me dépasse. bien sûr. Mais en tout cas, la pratique du souffle fait partie de ton exploration sensorielle, perceptive. Bon, c'est lié à la musique, si tu veux, quand je La musique voyageais, aussi. par exemple, quand j'allais au Maroc, j'avais 18 ans, je crois que oui, c'était à Fès, une ville que j'ai beaucoup aimée, Mhm. que j'ai dessinée d'ailleurs. J'allais à la sortie de la ville, je me souviens, je faisais des dessins de Fès. Alors je dois te dire un truc après par rapport à ça. Mhm. Et un jour, dans le souk, dans la médina de Fès, j'ai acheté une flûte. Je sais pas pourquoi, ils vendaient des flûtes. J'en ai acheté une. J'avais jamais joué de flûte de ma vie. Mhm. Et j'ai commencé d'en jouer en écoutant, tu sais, souvent dans les boutiques, t'entendais Kalsoum, j'aimais beaucoup, j'ai été très 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 marqué par la musique arabe à une époque, Mhm. surtout les chanteuses, et comme Férouz par exemple, au Liban, etc. Et Kalsoum, j'aime beaucoup. Et, euh, et j'ai donc commencé de jouer. Et je continue d'ailleurs, hein, je joue toujours. Je joue toujours. À chaque fois
À chaque cénacle, le prochain a lieu jeudi prochain, il est de coutume que je rende hommage. Alors, en général, c'est soit Moondog ou Syd Barrett, etc. Alors j'ai dit, oh, tiens, je vais rendre hommage à Syd Barrett. Et puis je prends ma flûte et je joue. Là, t'as un travail de souffle, t'es obligé, toi. C'est pas. Voilà. Mais c'est de la flûte à bec, c'est pas du ney. D'accord. Le ney, c'est la flûte qu'utilisent les soufis, les derviches tourneurs. J'ai été l'élève pendant un an de Kutsi Alguner, qui est un grand musicien turc soufi. D'accord. Mais attention, je n'étais pas élève au niveau de la flûte. Ouais. Il donnait un autre enseignement parallèle à l'enseignement musical qui pouvait s'adresser à des non-musulmans. Donc tu vois, c'est un soufisme très européen, quoi. Qui était un travail sur Moulay Nasruddin. Ouais. Personnage cher à Gurdjieff. Voilà. Et j'étais assez marqué par Gurdjieff. Encore ce matin, enfin pas plus tard que tout à l'heure, j'ai rendu hommage à un personnage qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Philippe Lavastine. Philippe Lavastine était un homme très érudit, qui était un spécialiste, tiens-toi bien, de la royauté védique. C'est-à-dire que la notion de royauté, mais dans l'Inde ancienne, basée sur les textes sacrés. Et il donnait des conférences à côté pas loin de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Donc, et j'assistais à ces conférences en présence du poète Guy Benoît, de Jean-Daniel Fabre, l'auteur des cantates à Staline, qui a été longtemps interné et qui à la fin était devenu standardiste à Sainte-Anne, et qui avait été publié par Dominique Deroux. Et puis, il y avait un monsieur qui était là, qui venait régulièrement aux conférences de Lavastine, qui n'en perdait pas une miette, c'était Sioran. Moi, j'étais très timide, je savais qui était Sioran, mais je me serais jamais permis de l'aborder, tu vois. C'est dommage, d'ailleurs. Qui fait partie de tes 10 philosophes favoris. Absolument, oui. Et Lavastine, donc, j'ai eu la chance, une fois, d'être invité chez lui, et c'était hallucinant, quoi. À un moment donné, il te prend la main, tu vois, et il me dit, je vais vous montrer quelque chose. Et il me montre une photo, c'est une photo qui est connue, hein, qui a été publiée dans différents livres. C'est la photo de René Daumal sur son lit de mort. Et il a connu René Daumal, tu vois. C'est quand même pas rien, tu vois. Il a connu Daumal, il a connu Madame de Salzmann. Je me demande s'il n'avait pas connu même Gurdjieff. Voilà. Et la dernière fois que j'ai vu Lavastine, moi j'allais souvent dans une librairie orientaliste qui était tenue par un couple adorable d'Arméniens. C'était la librairie Samulian. Et un jour je croise Lavastine et il était complètement exalté et il me dit Ouspensky, Ouspensky. Alors moi je croyais que c'était Ouspensky, l'auteur des fragments d'un enseignement inconnu. Ouais. Mais en fait c'est un nom assez courant en Russie. Ah ouais, ok. Il parlait d'un autre Ouspensky. Et il me disait, mais tout est dans Ouspensky, dans les icônes. Ouspensky était on trouve ses livres dans les librairies russes encore à Paris, c'était l'un des grands spécialistes des icônes. Et pour Lavastine, tout à la fin de sa vie, le nec plus ultra, la quintessence de l'initiation, mais vraiment au niveau spirituel, tu vois, c'était les icônes. Et la transmission. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès le lendemain, j'ai cherché les livres d'Ouspensky et j'ai commencé à me plonger dans les icônes. Voilà, je me suis passionné pour les icônes. Et j'allais des fois à la messe à Saint-Julien-le-Pauvre uniquement pour avoir le plaisir d'être entouré de merveilleuses icônes. Voilà. Je suis chrétien. Ouais, t'es croyant, d'ailleurs tu crois en Dieu. Absolument. Oui, mais j'ai jamais eu de doute. Enfin, si, des doutes, oui, mais pour d'autres choses, mais pas pour ce qui est essentiel. Quoi. Ouais. Voilà. C'est comme ça. Et ce Dieu... Contrairement à Michel Onfray. Oui, ouais, voilà, c'est... Voilà.
que j'apprécie beaucoup. Sacré Michel, que j'aime bien aussi. Absolument, oui. Et ta conception de Dieu, je veux dire, elle fait pas partie de ce qu'on appelle la théologie négative, où on dit Dieu n'est ni. Si, c'est ça? Bon, on y est, ok. Fallait y arriver. Ok. Ah, c'est toi qui m'as amené sur ce non, chemin-là. Mais bon. Alors, de même que le mot image est l'anagramme de magie, dans notre belle langue française, dans les églises, le U était écrit V, diève, tu vois, en latin. Donc, non, en latin c'est Deus, mais voilà, Dieu, D-I-E, avec un V. Ouais. Voilà, c'est vide, quoi, en fait. Voilà. Il est évident que pour un moine zen, par exemple, le Dieu n'existe pas. Pour Shenagarjuna, qui est un philosophe très intéressant, on ne fait pas référence à Dieu. Dieu n'existe pas au niveau sémantique. Voilà. D'ailleurs, Dieu n'existe pas en vérité. C'est la seule chose, je dirais, avec laquelle je suis totalement d'accord avec les athées. Je dis, vous avez tout à fait raison, Dieu n'existe pas. Alors, ah oui, tu vois, il est des nôtres, il est des... Ben non, pas du tout, en fait. Et là, après, je rajoute que Dieu est, E-S-T. Il est, voilà. Et cette très belle chose, quelque part, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, dans Heidegger, par exemple, par rapport à ça. Mais Heidegger n'a fait finalement que, j'allais dire, quelque part, singer Maître Eckhart, la grande mystique rhénane. Voilà. On arrive à la théologie négative aussi, bien sûr. Bon. Mais pourquoi vouloir à tout prix dire, ouais, théologie négative théologie tout court. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, tout y est. Mais tout y est. Et Angelus Silesius, bien sûr, qui a été merveilleusement traduit par Roger Munier. Tu vois. Et aussi, les hymnes à Lilith. Les hymnes à Lilith, bah, bien sûr, de Michel Camus. Michel Camus, qui était un grand lecteur de Maître Eckhart, et il en a souvent débattu avec son ami Bazarab Nicolescu. Bon. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part à l'ineffable, à l'indicible, à cette notion du fait que on ne peut pas parler de pomme, ça ne sert à rien de parler d'une pomme à quelqu'un qui n'a jamais mangé une pomme. On ne parle pas la bouche pleine. Quand tu manges, tu manges. Quand tu dors, tu dors. Ok, tu vois, les doigts bougent. C'est tout. Non mais c'est merveilleux, tu vois, tu prends ta main, tu fais bouger tes doigts. C'est extraordinaire. Hein. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Quand tu bois du thé, tu mets du sucre. Ça t'arrive de mettre du sucre dans le thé? Beaucoup. Bon. Tu vois un morceau de sucre, tu le mets dans le thé. Qu'est-ce qui se passe? Le sucre, il fond. Il se dissout. Il se dissout. Bon. Quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Tu te dissous. Non. Ah, si tu te fais enterrer. Non, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient comme ton t-shirt. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et je me suis embrouillé il n'y a pas très longtemps avec une copine gothique, mais complètement athée, qui disait, oui, tu sais, l'argument à deux balles, vous les croyants, c'est parce qu'en fait, vous avez peur de la mort, vous avez peur de l'inéluctable, donc vous vous raccrochez à des croyances. Je dis, mais pas du tout, absolument pas. Moi, peur de la mort. Ah, je voudrais bien voir ça, tiens. Non seulement je n'ai jamais eu la moindre appréhension de la mort, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais en plus je suis pour des raisons assez personnelles, depuis très jeune, très familiarisé avec ça. C'est pas pour rien que j'ai des amis qui travaillent dans le mortuaire, tu vois, dans ce qu'on appelle la praxie, etc. Et toujours été passionné par les danses macabres, l'art funéraire, les cimetières. La mort, c'est quelque chose d'absolument sublime, quelque part. Il n'y a pas... Où est le problème, tu vois? Et c'est pour ça que c'est très intéressant, par exemple, en Inde, quand tu s'intéressais aux agoris. Ouais, je connais pas ça.
Les agoristes sont des sadhus très très particuliers qui pratiquent la voie de la main gauche. Par exemple, ils dorment dans des cimetières, ils mangent et ils boivent dans des crânes humains, etc. Ce genre de choses. Ou alors ils méditent attachés avec un cadavre, etc. Bon, cool. Voilà. Ouais. Mais là, il y a un côté chamanique aussi. Ouais. C'est que moi, par exemple, j'ai vécu réellement, dans mon corps et mon âme, comme dirait Abellio, j'ai vécu ce que c'était, alors ce que vivent aussi les schizophrènes, hein, dans certains épisodes psychotiques. Tu as des malades mentaux qui vivent la même chose, sauf qu'eux, ils ne peuvent pas identifier ce que c'est. Ils n'ont pas, malheureusement, le substrat. Ce que Ronald Lang avait essayé de faire à l'époque de l'antipsychiatrie. C'est pas gagné. Mais je veux dire par là, dans certaines expériences chamaniques, tu revis vraiment l'état de dissolution. Tu le revis aussi dans une pratique du bouddhisme tantrique tibétain, qui est la pratique de Che. Voilà. Dont parle Alexandra David-Néel, notamment, dans son livre extraordinaire qui s'appelle Mystique et magicien du Tibet. Mais de manière beaucoup plus technique, dans les ouvrages de Kalo Rinpoche ou d'autres maîtres tibétains, c'est une pratique comme la pratique de Powa qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais si par exemple tu vis par exemple dans un lieu qui est infesté, dans une maison hantée ou des choses comme ça, ou si toi-même tu es hanté par tes propres névroses, si tu es hanté par ton passé qui te vampirise, toi, qui te bouffe la tête, ben c'est une technique de purification qui est vraiment radicale. Vraiment radicale. Parce que dans la pratique de Che, en fait, c'est totale compassion. C'est totalement à l'opposé du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'on ne diabolise pas les démons. On ne va pas dire, méchant démon, sors de mon corps, va des rétros Satanas. C'est totalement... alors c'est une autre vision des choses. C'est, on s'offre corps et âme, on se visualise comme si on était éviscéré, ébouillanté, démembré. Ça va très loin, hein. Quelque part, ça rejoint un peu les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Ouais. Il y a des points communs. Et tu t'offres avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion à l'univers entier, y compris évidemment aux ghouls, aux spectres, aux fantômes, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement de valeur entre ce qui est beau et ce qui est laid, entre ce qui est mal et ce qui est bien. Tu vois, comme disait Ginsberg, tout est sacré, y compris les choses les plus triviales. Ouais. Et le but, si tu veux, qu'est-ce qui se passe, si tu veux, et ça tu le ressens vraiment, moi je l'ai vraiment ressenti, quand tu fais cette pratique de Che, mais à un moment donné, tu es apaisé, tu vois. Quand j'ai rencontré Amma, que Amma m'a prise dans ses bras avec tout l'amour dont elle est, tu vois, c'est Kali en même temps, hein, également, tu vois, c'est la mère divine. Et à ce moment-là, tu es comme un petit enfant, quoi, tu vois. Et tu te dis, il n'y a plus de jugement, quoi. En fait, les jugements, ce qu'on appelle les paramitas, enfin que ce soit la colère, que ce soit l'orgueil, que ce soit le désir, que ce soit... Tout ça, en fait, sont des choses qui sont nécessaires, évidemment. On ne peut pas s'en passer, puisqu'on a été incarné, on a un corps, on a un esprit, et pendant un certain laps de temps, on fonctionne avec, on doit fonctionner avec, le mieux possible, hein, évidemment. En essayant surtout de ne pas nuire à autrui. C'est pas toujours évident. Mais, je veux dire, en même temps, c'est bien d'avoir, ça c'est la phénoménologie husserlienne, c'est le fait de se dédoubler, de se penser en train de penser, de se voir, tu vois, là je réponds à tes questions, mais en même temps, j'essaye d'être conscient de mes gestes, de ce que je fais. Tu es là, il y a ton ami qui nous filme, il y a, voilà, tu vois, on est là, on est quelque part, on est là. On est ici et maintenant. Je sais que c'est très simpliste ce que je dis, c'est très simpliste, mais c'est bien parfois de revenir aux fondamentaux.
À partir de là, tu peux broder, évidemment. Ouais. Tu peux broder. J'aime bien l'image de Céline. Bon, Céline qui a un peu mitonné quand on disait que ça, quand il était né, passage Choiseul, que sa mère faisait du tricot, etc., ou de la broderie. Bon, mais peu importe, l'image est belle. C'est le fait de dire que l'écriture, donc l'écriture qui est une conséquence de la pensée, et la pensée étant une conséquence évidemment de l'écriture, c'est comme l'image d'Arachné. Mhm. C'est le fil d'Arachné, en fait. C'est de la broderie. On brode, tu vois. Mhm. On fait du tricot. On tricote, tu vois. Donc, quand j'écris, j'ai l'impression d'être une vieille dame en train de tricoter devant la cheminée avec son chat sur ses genoux, tu sais. La Madame Michu qui fait du tricot, quoi. Ouais. Après, bon, voilà, tu vois, voilà, bon, c'est tout un art, le tricot, tu vois. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai tricoté, Non. mais c'est... D'accord. Tu avais commencé à parler de certains Tibétains, et je voulais savoir ce que tu pensais de la folle sagesse, l'école de la folle sagesse. Bah, j'ai eu la chance de rencontrer deux grands maîtres de... Excuse-moi, et quel rôle ça peut avoir, quelle place ça peut avoir dans la pratique de la poésie, par exemple aussi. Oui, bah, donc j'ai reçu des transmissions par Archimède Rizin, et puis par Nyoshul Kenpo Rinpoche. Donc là, dans ma bibliothèque, je te montrerai tout à l'heure le Chant de l'illusion, qui a été publié dans la très belle collection Gallimard UNESCO, Mhm, qui était un poète bhoutanais, en fait. mhm, Et je me souviens, par exemple, c'était le jour de l'inauguration du temple des 1000 Bouddhas, en Bourgogne. D'ailleurs, où j'ai revu Jean-Pierre Léaud, l'acteur Jean-Pierre Léaud, qui était avec sa copine de l'époque, puisque à l'époque, il avait un maître tibétain. ouais. Et donc, il y avait Kalo Rinpoche, si mes souvenirs sont bons. Et je me souviens plus de quelle initiation. Peut-être Amitayus, peut-être. Peut-être la pratique de longue vie, ouais. Peut-être c'était bien ça. Et alors, alors après, tu as les gens qui sortent du temple, tu vois, qui sont encore un peu sonnés, tu vois, par Mhm. tout ça, tu vois, la musique, les mantras, l'encens, bon. Et donc ils sortent comme ça, très concentrés, toujours très. Et tu avais Nyoshul Kenpo qui était là, et qui voyait les disciples, les pratiquants occidentaux. Et tu sais ce qu'il faisait? Il faisait ça. Il disait, allez, dégagez, dégagez, dégagez. C'est bon votre cirque, dégagez. Moi, je l'ai vu, j'ai éclaté de rire, quoi. Et tout de suite percuté. Tu sais, c'est un peu comme dans. Je me souviens plus dans Castaneda. Il a un copain qui fait toujours des blagues. Ah, Mais ça, si tu veux, dans toutes les traditions, tu as toujours. Chez les Indiens, c'est ce qu'on appelle les contraires. Dans le soufisme, on appelle ça les gens du blâme, les Mahamatiya, etc. Il y a toujours le fou du roi dans la royauté. Et toujours. En fait, mon ami Jean-Claude Marolle s'était beaucoup intéressé à ça. Il avait écrit un livre là-dessus, justement, sur l'humour l'humour et la spiritualité. une spiritualité, ouais. Après, c'était repris par Bernard Raquin, un copain psychanalyste qui lui a travaillé, a été un des premiers à publier des choses sur la thérapie par le rire. Ouais. Tu vois, avec les clowns d'entreprise, ou bien les gens qui s'habillent en clown, qui vont dans les hôpitaux, où tu as par exemple des. Moi j'y suis allé, hein, j'ai passé une journée entière, des jeunes enfants qui ont le crâne rasé, qui ont le cancer, c'est Hmm. pas très drôle, tu vois. La plupart sont condamnés, alors tu vois, tu vas là et tu mets un nez rouge et tu essayes tu vois, de les faire sourire, de les faire. Voilà quoi. Ouais. Voilà. D'accord. École de la folle sagesse, parce que j'avais fait une vidéo avec Gilles Farcet qui parlait d'Allen Ginsberg Ah et de. Gilles, ouais, ouais. Ouais. Allen Ginsberg Hmm. et puis Trungpa Rinpoche. Shogun Trungpa, oui, Shogyam Trungpa. à Boulder, dans le Colorado. Ouais. Et cette école m'intéresse parce que c'est vrai que on peut retrouver au Tibet, en Chine, dans le bouddhisme, euh,
Mais aussi, bon, chez les Grecs, avec toujours l'école cynique que j'aime bien. Je trouve qu'il y a quelques analogies avec la folle sagesse dans le sens de... Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Dans le sens de provoquer en fait un changement d'état mental, cette fois-ci pas par une voie... Bon, c'est des ascétiques dans tous les cas, mais par une voie assez brutale finalement. Il y a une sorte de brutalité là. Les Marx Brothers, par exemple, sont liés ont une formation de mime. Il faut connaître, Kafka en parle dans son journal. Kafka avait un ami qui était comédien de théâtre yiddish, qui avait notamment interprété une des pièces emblématiques du répertoire juif d'Europe centrale, c'est le Dybouk. Ouais. C'est génial, la pièce du Dybouk. C'est une histoire de possession, etc. Et dans le théâtre yiddish, il y a ce côté-là. Il y a un côté aussi humoristique, Ouais. qu'on retrouve aussi chez Woody Allen, Ouais. quelque part aussi. L'humour juif est assez particulier. C'est aussi un humour qui est né bien sûr, sur l'exil et la souffrance. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Je t'avais fait allusion un jour sur Facebook à la danse buto. On parlait de se réconcilier avec les démons tout à l'heure, etc. La danse des ténèbres. La danse des ténèbres. Oui. Ouais. D'ailleurs, bon, c'est une appel. Ma prof de buto aime pas trop qu'on emploie. Elle trouve que c'est un peu réducteur. Elle a pas tort d'ailleurs. La danse des ténèbres, c'est quand même, ça va un peu plus loin que ça. Mais il est vrai qu'effectivement, à une époque, le buto, c'était vraiment assez torturé, c'était lié c'était post-Hiroshima, tu vois, c'était le traumatisme d'Hiroshima. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, c'est les passerelles qu'on peut, par exemple, dresser entre le buto et, par exemple, l'électrodark ou même le fétichisme. J'en prends pour exemple un merveilleux concert de Difform que j'avais vu à la Loco, où il y avait une danseuse allemande de buto, et c'était juste extraordinaire, ou bien certaines expériences qui ont été faites par Xavier Exomen, Amine Bouchekin, au langage des viscères, avec, comment elle s'appelle, Dorian, tu vois pas qui c'est, non? Non, je connais pas bien. Voilà, et avec alors là c'est un japonais, un vieux danseur japonais de buto, c'est vraiment... Mon ami Michel Toussaint aussi, un musicien qui travaille aussi, ou alors le groupe de Phil Von Magnet. Alors Phil Von, des fois il se met à faire des claquettes, ça le prend comme ça, il fait du flamenco, et après, avec sa compagne Flore, ils vont faire des mouvements qui sont aussi des mouvements très proches du buto. Enfin, tu vois, c'est bien de faire des passerelles comme ça, tu vois. En même temps, bon, il peut y avoir aussi un côté puriste, bien sûr. Tu peux faire aussi du buto 100%. Ouais. Voilà. La grande figure de Buto, enfin le co-fondateur de Buto, ils étaient deux, c'était Kazuo Ono. Kazuo Ono, dont sa pièce la plus connue, c'est l'Argentina. Et avec son chapeau, avec une fleur comme ça, il était habillé en phare, avec des gestes très très féminins. Et il est mort à l'âge de 104 ans. Et il s'est produit, je crois, encore à l'âge de 97 ans, 98 ans. Il faisait encore des représentations. Alors, moi j'ai vu des films, il arrivait sur scène, enfin dans les coulisses, il était sur un fauteuil roulant quand même. Ouais. Ok. Je crois, non, on amenait le fauteuil sur la scène, tu vois. Et à un moment donné, ce vieil homme se lève, tu vois, et il se met à évoluer. Et là, c'est juste extraordinaire, parce que là, après, il rajeunit à vue d'œil. Il arrive même à se redresser. Et pendant, ça dure 1 heure ou 2 heures, pendant tout le temps qu'il dansait, Kazuo Ono, tu lui donnais quoi, 70 ans, quoi, tu vois, pas plus. Et puis après, il revient, et il se remet sur son fauteuil, et il quitte la scène. C'est un personnage absolument incroyable, quoi. Voilà. Moi, je vais refaire un stage de buto le week-end qui suit mon anniversaire, là. D'accord. Ça y est, c'est décidé. Le 25 mai. Ouais. D'ailleurs, c'est pas le jour d'anniversaire de... Il y en a plein qui sont nés le 25 mai. Ou le 24 mai, je pense que c'est ça. Ouais. Ok, et on arrive déjà à 55 minutes. C'est terminé, c'est passé tellement vite. Oui.
Je voulais savoir, à ton activité littéraire et poétique, tu vas sortir La chevauchée du tigre blanc, enfin, Alors, les prophéties, les plutôt. prophéties. Les Ah oui, prophéties les prophéties. du Tigre Blanc, qui fera pas loin de 300 pages, qui est vraiment, qui est un livre en partie autobiographique. C'est une espèce de patchwork où j'ai repris des textes très très anciens, Mhm. des choses beaucoup plus récentes. Et bon, après, c'est de la haute couture, hein. Ça se tient, hein, ça se tient, parce que c'est Mhm. vraiment quelque chose. Je pense que c'est mon livre le plus, le plus abouti, le plus Ah ouais, personnel. ouais, C'est quelque chose où vraiment je suis allé, je pense quand même assez loin, tu vois. d'accord. Assez loin. C'est comme disait encore Céline, il faut mettre sa peau sur la table. Et là, je pense que c'est ce que j'ai fait, ouais, Ouais. vraiment. On reste dans le style de la prose rythmée Oui, bien que sûr, tu oui. faisais. Bah, je me définis toujours comme baroque, hein. Je fais toujours des références à des écrivains que j'aime beaucoup, comme André-Pierre de Mondiargue, Charles-Albert Sangria, un écrivain suisse. À Cuba, tu avais José Lezama Lima, que Ouais. j'aime particulièrement. Et puis Stanislas Rodansky, bien sûr, qui était un écrivain, on va dire, en marge du surréalisme, que j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, en exergue de mon livre, il y a une citation de Rodansky qui est La pierre philosophale mûrit sur les griffes de la foudre. Mhm. La pierre philosophale mûrit sur les griffes de la foudre. Je sais pas, ça c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'avais lu à l'époque La victoire à l'ombre des ailes de Rodansky, qui avait été préfacée par Julien Gracq, qui est aussi un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit Au château d'Argol, Le beau ténébreux. Et là on est vraiment dans une écriture très, très romantique. En fait, je suis romantique et baroque. D'accord. Voilà. D'accord. Bah super. Merci pour cette interview, Marc-Louis. C'était un gros plaisir Tout le pour moi. plaisir est pour moi. Ouais. Mazel Tov. C'est le top. Voilà. Ciao.